Bonjour à tous, bonjour à tous les deux, bienvenue dans ce Café Marco de la peur, comme on l'a si bien nommé, pour parler des nouvelles obligations du 21 août 2026 concernant les critères environnementaux et sociaux dans la commande publique. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Nawel. Bonjour Nawel, Bonjour. que vous connaissez, alors que vous avez sans doute vu en formation, peut-être à la hotline, qui s'occupe aussi, c'est à elle qu'on donne une grande partie de la veille juridique, que vous pouvez trouver dans le blog Les Infographies, et qui participe également régulièrement à nos journées club en tant qu'intervenante juridique. Et nous sommes, comme d'habitude, nous ne le présentons plus, accompagné par Fred, chef de produit, et que vous avez le plaisir de retrouver à chaque fois pour nous présenter notamment les nouvelles versions à chaque fois de Marco, et que vous pourrez évidemment retrouver également en région sur nos événements. Aujourd'hui, on est sur un format allongé. Voilà, on a un peu plus de temps que d'habitude. On s'est pris 1 heure. Le sujet est très important et vous êtes très, très, très nombreux à vous être inscrits, vu qu'on a largement passé la barre des 1000, ce qui ne nous est pas forcément arrivé énormément jusqu'à maintenant. 1078 Ouais, inscrits, 1078. ouais, tout à fait. Voilà. Donc on a un peu de temps et on va voir ça en plusieurs étapes. Alors d'abord, Nawel va nous faire un petit récap, nous rassurer sur les obligations réglementaires qui nous intéressent. Après, Fred va pouvoir nous parler de quelles sont nos solutions dans Marco. Et après, Nawel pourra nous dire effectivement quelle solution Agisoft ensuite derrière peut proposer également en termes de services. Comme d'habitude, vous avez le petit outil question qui vous permet de nous interroger, d'interroger nos experts sur ce qui va être dit. N'hésitez pas à l'utiliser, on essaiera d'en prendre le plus possible comme d'habitude. Et à la fin de la présentation, vous pourrez récupérer la présentation qu'on va diffuser dans le petit onglet documents à télécharger. N'hésitez pas à nous dire si quelque chose ne va pas, si vous ne nous voyez pas, si vous ne nous entendez pas. J'ai l'impression que ça va. Bonjour en tout cas à tous. Alors, déjà des petites questions pour nous dire bonjour. Bonjour David, qui est souvent le premier à nous dire bonjour sur le petit chat. Je vous propose qu'on commence tranquillement tous les trois, à commencer peut-être par toi, Nawel, qui a bien préparé cette échéance pour nous expliquer tout ça. Donc, on a des échéances à venir. On va faire le point sur des obligations qui peuvent avoir l'air difficiles au départ, mais vous allez voir, on va vous accompagner et puis ça va être au final facile et accessible à tous. Et on a fait un peu peur sur le titre. On va quand même rassurer sur comment faire, qu'est-ce qui va se passer, tout va bien. Exactement. Il y a une échéance, mais voilà, quand on connaît les obligations et qu'on a les bons outils, on y arrive, il n'y aura pas de difficulté, ne vous inquiétez pas. Donc, on a eu la loi climat et résilience qui a été votée le 22 août 2021. Donc le législateur, il est venu donner des obligations à venir, et comme ces obligations, elles étaient plutôt lourdes, il a laissé 5 ans aux acheteurs pour se préparer, et donc ça arrivera donc le 22 août prochain. Donc le 22 août prochain, on aura des nouvelles obligations dans la commande publique. Donc la loi climat et résilience, c'est une loi globale qui vise à permettre à la France d'atteindre des objectifs au niveau international. Et donc, on va se servir de la commande publique pour atteindre ces objectifs, notamment. Donc, on a des articles spécifiques ciblés commande publique. La commande publique, c'est grosso modo 10% du PIB français, et donc on s'en sert logiquement pour atteindre les objectifs, on s'en sert de levier. Donc, dès 2021, l'article 35 de la loi climat et résilience est venu modifier un article du code en disant, donc l'article L3.1, que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc là, c'est très clair, c'est acté. Pour le reste, ça va arriver donc au 22 août prochain, comme on le disait. Première bombe lâchée par la loi climat et résilience, un critère environnemental obligatoire. Donc dès le 1er euro, pour tous les marchés, on aura l'obligation de mettre en place un critère environnemental. Donc là, directement, ça sonne la fin du critère du prix unique. Donc on a notamment actuellement un arrêt du Conseil d'État à venir sur les 3 devis.
d'ores et déjà, vous savez que les 3 devis ne pourront pas être basés sur le seul prix. Il faudra absolument avoir en plus un critère environnemental à minima. Donc ça, c'est le premier aspect. Critère environnemental obligatoire dès le premier euro. Deuxième aspect, on a la clause, la considération environnementale, qui va être ajoutée à cette obligation de critère. Ce qui est assez cohérent parce que le critère en soi, bon, on a des arrêts qui sont venus nous dire que 15% c'était cohérent, 10% c'est cohérent, mais voilà, on est sur des critères qui sont à la marge, on n'aura jamais un critère environnemental de 50%. Donc en soi, si on n'avait aucune clause, le critère environnemental, qui vaut, mettons, pour 10%, permettrait à des candidats qui n'ont fait aucun effort sur cet aspect-là, en ayant des meilleures notes sur les autres critères, d'obtenir un contrat et donc dans la pratique, de n'avoir aucune avancée environnementale. Donc le législateur est venu coupler ce critère-là à une considération environnementale. Donc considération, c'est dans les spécifications techniques, on a une obligation concrète, c'est un socle minimum. Et le critère vient valoriser les candidats qui sont allés au-delà. Donc ça, c'est le premier point, un point très important. Clause environnementale plus critères. Ça concerne les marchés, mais les concessions sont également concernées. Donc, l'article L3131-5 au 22 août prochain nous dit que les concessions donc, sont soumises à cette obligation. Concrètement, comment est-ce que ça va se répercuter? On aura dans le rapport annuel d'information pour les concessions, les DSP, l'obligation pour le concessionnaire d'indiquer les actions en faveur du développement durable, en faveur de l'inclusion sociale, qui auraient été mises en œuvre dans l'exécution du contrat. Les seuls marchés qui sont un petit peu exemptés, ou en tout cas on a des souplesses, c'est des marchés de défense et de sécurité, étant donné le caractère sensible, primordial, la défense, etc. On a mis au premier plan cet aspect-là, le côté sensible, et on a mis au second plan l'aspect durable, voilà, au regard du caractère sensible et du fait que c'est une petite minorité de contrats, le développement durable passe au second plan dans ces contrats-là. Sinon, on est d'accord que c'est vous pour tout type finalement d'opérations, que ce soit en service, en travaux, fourniture. Voilà, exactement. Tous les marchés sont concernés. Et les concessions, du coup. D'accord. Et les concessions, si j'ai un accord cadre avec marché subséquent, dans mes marchés subséquents, du coup, j'ai la question qui m'a été posée, ça s'applique aussi bien. Et pareil pour les marchés sans publicité ni mise en concurrence, là je vais avoir également cette partie qui m'est demandée. Exactement. Okay. Dès le premier euro, quelle que soit la procédure, on a un critère environnemental et une clause environnementale. Alors le et est important, c'est pas fromage ou dessert, c'est critère et clause. En fait, on appelle ça une considération. Voilà. Considération environnementale qui peut être en effet une clause. La clause de votre choix, bien sûr, ça dépendra des marchés, ça dépend de la maturité de chaque acheteur pour mettre le curseur sur une clause très poussée ou une clause à minima, ça dépend aussi du secteur et des améliorations qu'on peut voir, mais en effet, c'est les deux combinés pour l'aspect environnemental. On a, avec la loi climat et résilience, l'article 36 qui est venu promouvoir un critère coût du cycle de vie, en imposant à l'État de vous donner, aux acheteurs, des guides pour utiliser ce critère coût du cycle de vie. Donc, c'était censé être fait au 1er janvier 2025. En juin 2025, l'État a publié 2 outils. Un outil dans le secteur textile, un dans le secteur des TP. Donc, que vous avez à disposition. Donc, dans le support qu'on vous transmettra, il y a toutes les références, tous les articles, etc. Et donc, vous avez ces outils. Le critère coût du cycle de vie, il permet de tenir compte de plusieurs aspects au-delà du prix, de la durabilité, de la réparabilité, des externalités environnementales, etc. Donc, par exemple, si je veux acheter un véhicule, je peux, au lieu de mettre le critère prix, mettre le critère coût. Et donc, je vais tenir compte de la durée du véhicule, de la pollution, de la consommation de carburant, etc. Et je vais avoir un achat plus durable, plus responsable, en me basant sur le seul critère prix et un critère environnemental à côté. Donc ça peut être intéressant dans certains marchés de l'utiliser. Si vous avez des doutes ou si vous ne savez pas exactement comment l'utiliser, notre collègue donc Fred a animé brillamment un webinaire. Vous l'avez dans le support et donc vous pourrez aller voir en détail la façon d'appréhender ce critère. Et c'est vrai qu'il est intéressant. Donc à terme, ça peut être pertinent d'utiliser soit en plus d'autres critères, soit à terme peut-être dans certains marchés tout seul.
Donc voilà pour le critère coût du cycle de vie. On a une future obligation également environnementale. L'article 39 de la loi climat et résilience nous impose, à compter du 1er janvier 2030, que dans 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique, on utilise des matériaux biosourcés ou bas carbone. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Des matériaux biosourcés, ça peut être du bois, de la paille, du chanvre, de la ouate de cellulose, etc. Globalement, des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Et donc, c'est, voilà, autant pour les clauses, les obligations environnementales, sociales, le législateur avait laissé 5 ans, autant là, il a laissé jusqu'au 1er janvier 2030 pour à la fois que les acheteurs soient prêts et également pour que les filières de fabrication augmentent leur volume et qu'on puisse répondre à tous les acheteurs de façon assez importante. Donc voilà une future obligation à venir qui est quand même assez importante à propos des matériaux biosourcés. Donc ça, c'est pour les prochaines obligations environnementales à venir. Il y en a une qui est déjà applicable en l'espèce, mais qui est parfois méconnue des acheteurs. Donc on va faire un petit focus. C'est un focus sur la loi AGEC. Et donc, on va vous montrer là un support pour que ça soit plus parlant pour vous. Donc on a eu un décret qui est applicable donc, depuis le 1er juillet 2024. Donc à l'heure où on se parle, si jamais vous avez des besoins dans une des 17 catégories prévues par le décret, donc c'est par exemple matériel de bureau, achat de pneumatiques, achat en téléphonie, matériel informatique, etc. Vous allez avoir des obligations. Donc le législateur a mis en place 3 périodes. On voit que ça va crescendo, on va avoir de plus en plus d'obligations. Donc on a des obligations selon la catégorie avec un minimum donc de réutilisation, recyclage, réemploi. Donc on a 3 mots un petit peu barbares. Donc réemploi, concrètement, c'est la seconde main. La réutilisation, c'est un objet qui était destiné à être jeté, qu'on a réparé, qu'on a modifié et qu'on remet dans le circuit. Donc la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, au lieu du tout jetable, d'une économie linéaire, on va avoir une économie circulaire, on remet les produits dans le circuit, par exemple un smartphone reconditionné, etc., des pneumatiques rechappés, etc. Et donc, ça, c'est la réutilisation. Et ensuite, on a une colonne avec des matières recyclées. Donc, dès lors qu'il y a au moins une matière recyclée dans un produit, on considère que ce produit est issu du recyclage. Il n'y a que le papier, c'est l'exception, on doit avoir 50% de matière recyclée. Donc là, pour chaque catégorie, selon vos achats, vous allez devoir commander un certain pourcentage de réemploi, réutilisation, recyclage. Pour chaque marché, vous avez par catégorie ce pourcentage-là. Ce n'est pas par produit. Ça va être une moyenne sur la catégorie dans son ensemble. Si vous avez un doute sur le contenu de la catégorie, on a un arrêté, donc sur la slide suivante, où vous aurez le lien et vous avez le détail des articles qui apparaissent dans chaque catégorie. Je montre ça. Oui. Voilà. Donc, vous avez le détail à chaque fois. Si vous vous dites, est-ce que moi, je suis soumis à cette obligation? Est-ce que je rentre dans les obligations liées au décret? Vous avez le lien dans le support avec exactement les produits concernés par l'obligation. Et donc, ça, c'est déjà d'actualité, mais on le voit. On a les 3 périodes, 2024, 2027, 2027, 2030, et après 2030, où on aura à chaque fois les marchés lancés en envoyant publicité pendant cette période seront concernés par l'obligation. Donc voilà, ça c'est un petit rappel d'une obligation déjà existante avec les modalités concrètes de mise en œuvre. Donc voilà pour les décrets et les arrêtés liés à la loi AGEC. Donc là, on a fait un petit topo des principales obligations environnementales à venir et actuelles. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça vous paraît clair? En fait, tu vas pouvoir m'aider effectivement sur les questions. On a beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que effectivement, ça soulève beaucoup de choses. Ouais, c'est normal, c'est normal. Et on est là justement pour essayer de vous rassurer aussi par rapport à Le ça. 21 août, ça arrive vite. Ça fait 3 ans qu'on le dit.
Mais là, c'est de plus en plus près. Ouais, ouais. Vas-y, je te dis. Alors, non, non, on va prendre Ah. quelques, on va en profiter pour prendre quelques questions. Alors, donc, alors, c'est la question que je te pose tout à l'heure, c'est dans le cadre d'un accord cadre à marche subséquent, est-ce que les obligations de la loi climat et résilience s'appliquent à l'accord cadre, mais aussi à chaque marché subséquent? Oui, pour le coup, vu que l'accord cadre va prévoir des obligations environnementales, les marchés subséquents suivront avec, en effet, des obligations environnementales et donc ils seront concernés également, oui. La considération environnementale devra apparaître, puisque l'accord cadre en soi, il n'y a pas de prestation, c'est les marchés subséquents où il y aura les considérations environnementales pratiques. Ok, alors j'avais d'autres questions. Alors, il y en a plein. Je suis obligé de redescendre pas mal vers le bas parce qu'il y en a beaucoup. Et on nous dit, ah oui, mais alors pour les marchés moins de 60 000 euros, parce qu'on disait pour tous les marchés, est-ce que je dois quand même mettre un critère alors que normalement, je n'ai pas de critère sur les marchés de moins de 60 000 euros? Avec la loi climat et résilience, maintenant, il y aura un critère environnemental, en effet, puisqu'on nous dit dès le premier euro. Dès qu'il y a mise en concurrence, Voilà, oui, forcément, voilà. ça veut dire critère d'attribution, donc ça veut dire critère environnemental obligatoire. Si vous attribuez sans mise en concurrence, forcément pas de critère, donc pas d'obligation de suivre cette obligation-là de critère environnemental. C'est QFD. Mais vous devrez en revanche prévoir des conditions d'exécution environnementale à minima, même dans ces marchés sans plus mise en concurrence. Ouais, ça fait partie des obligations légales à partir du 21 août prochain. Ouais. Ce que j'abordais tout à l'heure, le débat sur le 3 de vie, qui ne serait pas un MAPA, mais une procédure sans pub. À ce moment-là, dans les 3 de vie, il faudra mettre le critère environnemental. D'accord. On me demande des exemples alors, de critères, en plus on veut savoir de critères environnementaux dans le domaine informatique, et notamment la maintenance acquisition de logiciels. Alors, ça devrait nous parler un petit peu quand même, parce que c'est un peu notre métier. Vous avez des exemples? Alors, sur l'hébergement, souvent, on peut peut-être, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. La consommation énergétique, le stockage, ça peut être des pistes dans ce domaine-là. Ok, alors genre si on trouve une question, alors ça défile hein, les questions, donc désolé si on répond pas à tout. Alors, il y a des questions sur Marco aussi. Avez-vous prévu des choses? Ça, on le verra avec Fred dans un instant, qui nous montrera un petit peu, enfin, Anto qui nous parlera et qui nous montrera aussi. Qu'est-ce qui est prévu dans Marco pour vous? On a des choses déjà existantes. Évidemment, ça fait bientôt 4 ans maintenant que c'est en place. Et on a des choses qui vont arriver, parce que jusqu'à présent, ça restait de l'intention. Maintenant, il y a une obligation qui arrive, enfin plusieurs obligations qui arrivent le 21 août prochain. Et donc, on va faire évoluer le fonctionnement de Marco sur ces aspects-là, mais je ne vais pas spoiler, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Alors, excusez-moi. Hop, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. C'est vrai qu'on a parlé là, clause environnementale. Si on veut laisser temps un peu pour que Fred puisse nous montrer après dans Marco et continuer à discuter, que tu puisses du coup enchaîner sur la partie, tu voulais nous parler aussi de la partie clause sociale. Ça fait partie des questions hein, que vous posez également. Donc l'idée c'est aussi d'aller vers ça. Donc je te laisse y aller. On va prendre en question un profil de l'eau de la même manière. L'aspect social, c'est l'aspect le plus difficile, même s'il y a des obligations moindres. D'ailleurs, il y a des obligations moindres parce que c'est plus difficile à mettre en place. Donc, la loi climat et résilience, elle a prévu qu'au 22 août prochain, il y aura une clause, une considération sociale obligatoire, mais uniquement pour les marchés égaux ou supérieurs au seuil européen. Donc déjà, on a une souplesse par rapport à la partie environnementale, où c'est dès le premier euro. Il n'y a pas d'obligation de critères social, contrairement aux critères environnementaux. Et donc, il y a un certain pragmatisme sur l'aspect social qu'on a moins sur le côté environnemental. Le législateur a prévu 4 exceptions. Donc, première exception pour les marchés de travaux inférieurs à 6 mois. Donc, on a le bénéfice qui est estimé moindre, puisqu'on va peu réinsérer le public éloigné du monde du travail dans ces marchés qui durent que 6 mois. Et donc, c'est une exception possible pour ne pas la mettre en place, la considération sociale. Quand on a également des solutions immédiatement disponibles. Donc, quand on a des kits déjà tout prêts, on ne va pas les créer artificiellement une clause sociale. On va commander des solutions qui sont immédiatement disponibles. Okay.
Troisième exception, quand ça rend soit techniquement ou économiquement plus difficile l'exécution, soit quand ça restreint la concurrence. Donc là, pareil, on a toujours l'équilibre entre le bénéfice et le risque. On a des marchés, par exemple, dans, je sais pas, le nucléaire, on va peut-être avoir des difficultés à insérer du public, ça va être peut-être sensible, etc. Et donc, si ça rend techniquement difficile l'exécution, on va pouvoir motiver du fait de ne pas avoir mis en place de considération sociale. Et donc, voilà, on a ces trois éléments-là. Et dernière exception possible, quand on n'a pas de lien suffisant avec l'objet du marché. Donc là, actuellement, on a ces quatre possibilités-là. Pour les pouvoirs adjudicateurs, vous devez justifier dans le rapport de présentation une de ces exceptions quand vous ne mettez pas en place la clause, la considération sociale. Il est plutôt recommandé de bien motiver. Et pour les entités adjudicatrices, c'est par tout moyen. En sachant que pour les collectivités, notamment, quand vous envoyez au contrôle de légalité, vous devez envoyer donc le rapport de présentation et voilà, ça sera probablement analysé, surveillé, puisque c'est une nouvelle obligation. À l'automne prochain, courant 2027, on aura probablement des arrêts et on verra si les juges considèrent que ces interprétations sont strictes ou si elles sont plutôt souples. Donc, voilà, au départ, on a un petit flou. C'est bien de motiver de façon assez poussée si vous ne mettez pas en place la considération sociale. Encore une fois, quand vous êtes au-dessus des seuils européens seulement. Alors du coup, ça va avoir des questions, notamment sur les sanctions. Dire, bah, si je ne respecte pas, je mets pas mon critère. Quelle est la sanction? La prison? Non, bien sûr que non. Non, pour l'instant, il n'y a pas de sanction prédéfinie dans la réglementation, mais ça veut dire non-respect de la réglementation commande publique. Donc ça peut aller jusqu'à l'annulation de la procédure. Qui en soi est quand même déjà assez contraignant. Donc, oui, et puis ça peut être aussi un motif de recours d'un candidat évincé. Donc il vaut mieux mettre en place ces clauses et ces obligations avec les critères, etc. Puisque vous risquez d'avoir un contrat irrégulier. Ce qui est dommage étant donné qu'on vous propose un large choix de clauses et de critères à mettre dans vos contrats. Alors tu peux juste rappeler à partir de quand, quand la clause sociale du coup devient obligatoire, à partir de quelle date ou de quel montant? De quel montant? Alors les montants, c'est les montants européens, donc c'est ceux qui changent tous les 2 ans. Donc actuellement, hors travaux, c'est 5 millions, en travaux, c'est 5 404 000 euros, et hors travaux, c'est 216 000 euros. En sachant que donc ça change tous les 2 ans, donc au fur et à mesure, ce seuil changera. Okay. Je te propose de continuer sur cette partie aspect social. Donc, on va avoir, au-delà de l'aspect social et environnemental, le SPASER. Oui, ah bah tiens, Le SPASER qui va vous aider justement à structurer vos achats et à anticiper ces obligations. Ça arrive. Oui. Donc, le SPASER, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. On a certains acheteurs qui y sont soumis et ça permet de structurer les objectifs sur l'aspect à la fois social et écologique. Donc, l'article du code nous parle de politique d'achat de biens et services. Il manque les travaux, qui est assez particulier. L'adage est venu nous dire les travaux sont également concernés, il semblerait que ça soit un oubli. Donc voilà, pour tous vos achats, vous allez avoir une réflexion sur la façon d'exprimer votre besoin et de mettre en avant à la fois l'aspect social et écologique. Donc le but, grosso modo, du SPASER, c'est d'encourager les acheteurs à programmer, à développer leurs achats responsables. Plus on anticipe et plus on a de chances de pouvoir repérer tel ou tel critère intéressant, telle ou telle clause intéressante, notamment via le sourcing par exemple. Et donc voilà, le SPASER, il y a une obligation qui est prévue, d'ores et déjà applicable. Seulement, certains acheteurs sont soumis au SPASER. Donc dans la slide suivante, vous allez voir que seuls les acheteurs qui ont plus de 50 millions d'euros d'achats annuels sont soumis à l'obligation, en sachant qu'on a énormément d'acheteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation, mais qui, pour mieux structurer leurs achats, justement, l'ont d'ores et déjà mis en place, et on en voit beaucoup, ils sont bien faits, et puis ils sont intéressants. Donc voilà, on a énormément d'acheteurs non concernés qui le mettent d'ores et déjà en place. Si vous avez un doute sur le fait d'être soumis à l'obligation ou pas, l'article du code nous indique
la façon dont vous allez calculer ce seuil des 50 millions annuels. Donc, c'est sur une année civile pour les marchés publics, quelle que soit leur date de conclusion, leur procédure, leur objet. On a une exception, les quasi-régies, les coopérations entre pouvoirs adjudicateurs. Autrement, dès le premier euro, donc même les sans pub mise en concurrence dont on parlait tout à l'heure sont concernés. Donc, si vous avez également des accords cadres, c'est les bons de commande émis pendant l'année, etc. Donc, voilà pour les acheteurs soumis au SPASR. Quel est le contenu du SPASR? Donc, le législateur ne nous impose pas de contenu. Chaque acheteur, en fonction des marchés qu'ils vont lancer, vont aller adapter leur SPASR. Et le but, c'est d'être cohérent par rapport à ce qu'on peut faire les uns et les autres. Les obligations qui sont liées au SPASR, c'est qu'il doit y avoir des indicateurs précis en nombre de contrats ou en valeur, publiés tous les 2 ans. Donc, les indicateurs précis, c'est par exemple, dans les 2 ans à venir, je vais avoir 10 marchés avec une clause environnementale, 5 avec une clause sociale. Et on a des objectifs cibles. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est par exemple de réinsérer un public éloigné du monde du travail. Il n'y a pas de sanction à proprement parler pour ne pas atteindre les objectifs du SPASR. Il n'y a pas de sanction sur l'aspect juridique, mais le SPASR, il a un aspect politique. Notamment, vous avez l'obligation de le publier sur le site internet, sur vos sites internet. Donc, c'est bien d'annoncer des éléments qui sont assez cohérents et qu'on peut atteindre. Et donc, sur la durée du SPASR, vous êtes libre. Le tout, c'est de publier tous les 2 ans vos indicateurs. Alors, juste une petite question sur le montant. C'est vrai que tu as dit qu'il était soumis, c'était 50 millions d'euros. Oui. J'ai eu la question en 3 secondes, la même, c'est hors taxe? Ou c'est le montant des 50 millions? Bonne question. Bonne question. Hors taxe ou TTC? A priori, en général, on est plutôt sur du hors taxe en commande publique. Donc, je ne vois pas le TTC. Non, je pense que c'est hors taxe parce qu'en plus, on a des acheteurs avec des achats divers, plusieurs TVA, etc. Donc, a priori, comme la plupart des éléments en commande publique, on est sur du hors taxe. D'accord. Tu veux qu'on prenne quelques questions ou tu avais encore Alors, il y a une dernière slide sur la mutualisation du SPASR qui est possible. Donc, si vous souhaitez plusieurs acheteurs ensemble faire un SPASR afin de pouvoir en discuter, peut-être parce que vous avez moins de temps à consacrer au SPASR, etc., vous pouvez mutualiser, c'est prévu par le code. Dans ce cas-là, chaque acheteur va mettre ses indicateurs en fonction du nombre d'achats, etc., que chacun d'eux aura. C'est bien 50 millions d'euros hors taxe, hein, je confirme. Okay. Je triche un peu parce que moi, du coup, j'ai eu le temps de pouvoir vrai que, oui. checker sur Internet, ouais. Notamment la fiche de la DAJ de 2024 sur le sujet. On est bien sûr de 50 millions d'euros hors taxe. Ouais, c'est vrai qu'en commande publique, c'est souvent ça. Enfin, c'est d'ailleurs toujours ça. C'est bien de le préciser. D'ailleurs, il y a des gens qui répondent aussi directement dans les questions. Merci Hélène notamment qui avait écrit la réponse. Une question drôle. Donc, Romain nous dit, une petite clause dans un gros marché suffit-elle à respecter la loi climat? Oui, en soi, le législateur ne met pas de curseur, petite clause, grande clause. S'il y a une amélioration qui est mise en place dans un marché, quand bien même c'est un marché d'un montant assez important, vous avez respecté votre obligation. Alors, des questions, il y en a quelques-unes. Alors, des questions qui sont très longues, peut-être qu'on essaiera d'y répondre par ailleurs. Est-ce que tu as en tête, alors du coup, c'est de manière générale, mais c'était sur la question d'avant, c'est l'arrêt du Conseil d'État sur les 3 devis. Il n'a pas encore été acté, l'arrêt. On a pour l'instant les conclusions du rapporteur. Il arrive sous peu, hein, mais il n'y a pas encore d'arrêt du Conseil d'État. À l'heure actuelle, il y a l'arrêt de la CA de Nantes. Dans tous les cas, il y aura juste une distinction, que le Conseil d'État considère que c'est un sans pub ou un MAPA. Dans tous les cas, quand vous mettez en concurrence, il y aura le critère environnemental obligatoire et la considération environnementale. Quel que soit le rendu de l'arrêt du Conseil d'État, en termes environnementaux, ça ne changera rien. Alors, une question un peu de mise en application, mais par exemple, alors on le voit peut-être plus facilement pour certains marchés, notamment en travaux, etc. Pour un marché de maîtrise d'œuvre, des fois c'est un peu difficile de trouver un critère environnemental ou social. Qu'est-ce qu'on peut
Qu'est-ce qu'on peut chercher? Comment on peut trouver des solutions? On peut toujours avoir des clauses environnementales, je pense. On peut passer au tout des maths, se passer de réunions sur site quand c'est possible, hein. Bien sûr, ça doit pas, la clause environnementale ne doit pas induire une prestation moins bien réalisée, mais parfois on pourrait imaginer qu'une réunion qui n'a pas lieu d'être sur site, ben, on la fait à distance, qu'au lieu d'envoyer une lettre, on envoie un mail. Par exemple, c'est des. Voilà. Après, C'est du bon sens. En fait, c'est des petits éléments de bon sens finalement sur comment on peut réduire l'impact. Et on peut regarder l'existant, c'est-à-dire dans le marché précédent, qu'est-ce qui était fait, qu'on aurait pu éviter, et sur l'aspect environnemental, sur l'aspect social, et avoir un impact sur ce qu'on a remarqué, sur le reporting des marchés précédents. Mais en soi, la clause environnementale, c'est vous qui évaluez de façon subjective son intérêt. Donc, au cas par cas, vous allez prévoir telle ou telle clause. Le juge ne viendra jamais vous dire ce n'était pas une clause pertinente, à moins vraiment qu'elle n'ait rien à voir, que ce soit une clause factice. Mais en soi, dès lors que vous estimez que c'est pertinent d'imposer telle ou telle clause, le tout, c'est que dans la pratique, que ça ait une plus-value. Ah, et du coup, que ce soit mesurable, parce qu'effectivement, on donne des obligations aux fournisseurs. Il y a la question de comment je fais pour suivre que tout ça soit bien appliqué tout le long de l'exécution du marché. Oui, oui, bah, ça, c'est la Pas difficulté. mesurable ou constatable, je ne sais pas si le Oui. terme est adéquat, mais par exemple, avoir uniquement des échanges numériques avec l'équipe de maîtrise d'œuvre pour limiter la consommation de papier, voir les déplacements, ce que disait Nawel. Ça, on le constate en fait lors des échanges au quotidien avec l'équipe de maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'exécution des prestations. Donc, ça peut se tenir à ça, et donc ça peut être une condition d'exécution à caractère environnemental, d'avoir uniquement des échanges dématérialisés, par exemple. Quoi. Pas Oui, vraiment de mesures, mais il y a des choses qui sont plus simples. Alors, si on passe par une entreprise d'insertion, on va avoir des contrats d'insertion qui vont servir de justificatif. Effectivement, il y a des fois, effectivement, on doit plus avoir des choses qui sont constatables comme ce type d'échange. On a des clauses environnementales, par exemple, réduction de la consommation d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. On va avoir des périodes de référence, avant, après. Donc là, on peut le constater de cette façon-là, par exemple. Vous pouvez mettre à disposition de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour se rendre sur le chantier, des véhicules électriques, un vélo, une trottinette. Bon, la trottinette, faites attention, ça peut être dangereux. Alors, on a eu des cas chez nous, c'est pour ça que. Quelques cas chez nous. Donc, vous mettez un casque systématiquement. Mais voilà, ça peut être aussi ce genre de mesures qui peuvent être prises pour intégrer des considérations environnementales dans un contrat. Alors, et du coup, alors je posais la question de manière plus, est-ce que le risque, c'est pas finalement que du coup l'acheteur fasse un peu de greenwashing dans ses critères pour pouvoir dire qu'il a mis un critère et quelque chose qui soit assez facile à atteindre et qui. Oui, après, le législateur ne nous a pas imposé un pourcentage de réduction de telle consommation d'énergie, matières premières, etc. C'est qu'il y a une difficulté à mettre en place un curseur et chaque acheteur va le déterminer. Après, je pense que les acheteurs veulent jouer le jeu. Selon les secteurs, ça peut être facile, notamment en travaux. On a des clauses liées aux déchets, aux emballages, au recyclage, etc. Donc, les acheteurs pourront facilement les mettre en place. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait du greenwashing de façon globale. Très bien. Vous posez énormément de questions, c'est très sympa. En même temps, vous êtes très nombreux, mais pas mal de questions aussi sur un peu l'application, sur les clauses et aussi des solutions, notamment dans Marco et par ailleurs. Ce qui nous fait, je pense, un petit tremplin vers ce dont va nous parler maintenant Frédéric, à savoir quelles sont les solutions de développement durable dans l'outil Marco. Je te laisse un peu prendre la main. Alors, je crois qu'il y aura vos questions, mais qui s'enchaînent à une vitesse assez folle. Ouais, j'ai un petit support que je vais joindre aussi là, dans les documents disponibles que vous pourrez télécharger. Je vais partager tout de suite et faire des allers-retours aussi rapides avec l'application, même si le temps passe très vite. Je vais vous montrer ça. Voilà, je partage le document. Normalement, vous l'avez à l'écran. Oui, c'est bon. Ok. Donc, ce qui est prévu en termes de fonctionnalité, ce qui existe déjà dans Marco aujourd'hui.
Plusieurs fonctions disponibles. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait bientôt 4 ans qu'on est sur le sujet. On avait fait une phase de bêta-test, même avec des utilisateurs, une trentaine, pour valider la mise en place de ces fonctions de développement durable dans l'application. Évidemment, on propose des clauses sociales et des clauses environnementales précises. Je vais vous montrer l'écran dans quelques instants. On a vraiment des écrans et des zones dédiées et des clauses dédiées pour ces aspects-là. Ça va au-delà d'un simple choix dans une liste déroulante, et c'est vraiment très très détaillé, notamment pour la clause sociale, où on s'appuie sur le dispositif des CCAG. Donc ça, c'est assez simple. Les CCAG sont très bien faits là-dessus. Je pense que vous l'avez constaté depuis quelques années, depuis 2021. Et donc, on s'est appuyé là-dessus pour monter ces écrans et ces clauses. Et puis, sur la partie environnementale, là, en revanche, les CCAG sont un peu plus laconiques. Et donc, on a créé un écran avec un certain nombre de thèmes métiers que vous allez pouvoir utiliser pour générer, là encore, des clauses précises pour notamment intégrer des choses mesurables, ce dont parlait Alex il y a quelques minutes. L'idée, c'est vraiment pas de faire juste une déclaration d'intention, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'opérationnel dans vos contrats. À côté de ça, on a également intégré une clause de progrès pour ceux qui veulent à terme gérer un plan de progrès dans l'exécution des prestations. C'est quelque chose qui se développe tout doucement chez les acheteurs. Donc ça, c'est une des autres fonctions prévues dans cette extension développement durable de Marco. La gestion des déchets, Nawal en a parlé un petit peu, surtout en travaux. On a un écran dédié pour ça, avec des clauses associées aussi. Là encore, inspiré des CCAG. Et puis pour l'analyse des offres, avec cette extension développement durable, on propose pas moins de 38 critères d'attribution dédiés aux aspects sociaux, environnementaux de vos consultations et de vos contrats. Donc vous avez du choix pour intégrer au moins un critère environnemental à partir du 21 août prochain. Donc ça aussi, je vais vous montrer dans quelques instants. Et puis, Nawal en a parlé, le SPASER, c'est un document qui est en train de se développer là aussi chez les acheteurs, pas uniquement chez ceux qui sont soumis à cette obligation, mais aussi chez d'autres acheteurs qui achètent pour moins de 50 millions d'euros hors taxes par an, mais qui veulent mettre en place cette politique d'achat durable au sein de leur organisme. Et le SPASER, vous pouvez le rédiger dans Marco depuis quelques années maintenant, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est disponible. C'est un cadre de SPASER avec des conditions standards, des clauses aussi précises sur un certain nombre de sujets et quelques écrans de saisie qui permettent de monter ce SPASER assez facilement, et toujours la possibilité évidemment de personnaliser les clauses et le contenu du document. Et puis on propose pour ceux qui sont équipés de décisionnels aujourd'hui et de pilotage des achats de demain, des tableaux de bord, les indicateurs dédiés au pilotage des achats durables. Au niveau des évolutions à venir, cette année, évidemment, on va prendre en compte les évolutions réglementaires août 2026, j'y reviendrai dans quelques minutes, des indicateurs liés au SPASER que vous avez créé dans Marco. Le plan de progrès, ça sera plutôt sur 2027, et puis d'autres évolutions prévues, notamment vous proposez 2 méthodes d'analyse du coût du cycle de vie, la méthode du code et une autre méthode dont je parlerai dans quelques minutes, et puis des statistiques AGEC, si cela vous intéresse, sur 2027. Donc voilà ce que propose Marco. Dans le support, vous retrouverez du détail sur la partie clause sociale. Je vais vous montrer les écrans. Hein, ça sera mieux d'avoir du concret. Mais au moins, vous aurez ce support pour le relire à tête reposée. Un écran dédié aux clauses environnementales, comme je le disais, avec là encore des clauses opérationnelles. Le SPASER dans Marco, donc 5 écrans, une édition, très facile à manipuler. On va le voir dans quelques instants. Et donc un petit résumé de tout ce qu'on propose aujourd'hui dans l'application. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. On couvre tous les aspects des achats durables dans l'application aujourd'hui. Donc la partie environnementale, la partie sociale, la partie économique aussi, et le pilotage. Et tout ça est voué à se développer et à évoluer petit à petit, puisqu'on va ajouter des fonctions dans cette extension développement durable de Marco. Je vais vous montrer concrètement comment là ça maintenant, marche. il faut que tu montres parce que on est assailli de questions de gens qui disent où est-ce que c'est quel module. Allez. Donc là, effectivement, je pense que tu as fait assez de teasing. Il faut voir à quoi ça ressemble dans Marco. Alors, le partage.
Je vais refaire le partage de mon écran, puisque visiblement, je n'avais partagé que ma fenêtre. La voici. Alors, dans Marco, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Là, je suis dans le module rédaction, parce que c'est essentiellement le module rédaction aujourd'hui, qui est impacté. Je vais commencer par le Spazer. Tiens. Alors peut-être préciser une chose, c'est que dans le module rédaction de base, cette partie développement durable, elle n'est pas livrée par défaut. Non, elle n'est pas livrée par défaut. Ce qui est livré par défaut, c'est ce que vous avez sur l'écran des conditions particulières de participation. C'est 2 listes déroulantes, ce sont 2 listes déroulantes qui vous permettent de dire si vous avez prévu des considérations d'ordre environnemental et ou d'ordre social, avec la possibilité de compléter un champ texte. Ça suffira à minima pour répondre aux obligations de clauses sociales, clauses environnementales et clauses sociales au-dessus des seuils à partir du 1er août 2026, du 21 août 2026, pardon. Mais évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus précis en matière d'achat durable avec l'extension du développement durable dont a parlé Alexandre. Et donc, c'est cette extension que je vais vous présenter. Donc c'est une extension. Donc si vous êtes en même temps sur Marco et que vous ne voyez pas effectivement en haut le petit onglet Spazer ou les clauses qu'a proposé Fred, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut rajouter cette petite extension. Exactement. Je te laisse continuer. Le Spazer, voilà, donc ça se passe dans la liste déroulante qui est sur le tableau de bord du module rédaction. Là, j'ai ici donc un Spazer que j'ai rédigé pour la période 2026-2030. Toujours la même façon de présenter les informations dans l'application. On a le menu latéral à gauche pour naviguer dans les écrans du Spazer. Et puis ensuite, les écrans de saisie à renseigner avec 5 écrans. Un écran de généralité pour indiquer la période du Spazer, avoir un avant-propos, un préambule, sachant que nous avons rédigé des clauses standards pour cet avant-propos, pour ce préambule, c'est-à-dire vous ne partez pas de zéro, vous avez un texte qui est assez conséquent même qui est disponible, libre à vous après de le personnaliser ou de le compléter. Et puis, on va aborder après chaque axe du Spazer, l'axe social, l'axe environnemental, l'axe économique et l'axe gouvernance. On a travaillé sur une trentaine de schémas à l'origine qui étaient déjà disponibles pour dégager ces 4 axes qu'on retrouve dans la quasi-totalité des schémas qui sont disponibles aujourd'hui en ligne. Ça permet de bien structurer son document et chaque axe se présente de la même façon avec un contexte, là encore avec des clauses type derrière, des objectifs, ce dont parlait Nawal il y a quelques minutes, des moyens d'action pour répondre à ces objectifs. Là encore, on ne vous laisse pas tout seul face à la machine, face à l'écran. Vous pouvez aller chercher une liste, parmi une liste d'objectifs qu'on propose. Vous pouvez aussi en rajouter. La liste n'est pas exhaustive. Alors, on s'est aussi inspiré là encore de la pratique, puisqu'il n'y a pas de cadre de modèle de Spazer existant aujourd'hui. Donc vous avez un modèle de Spazer en fait dans Marco qui est disponible. Donc moyen d'action, et puis indicateurs et objectifs cibles. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir l'année prochaine sortir des tableaux de bord et des indicateurs Spazer pour vérifier, consolider les données de votre base et vérifier si ces indicateurs et objectifs cibles sont bien atteints ou pas. Parce que l'intérêt, c'est quand même, quand on fixe des objectifs, de les atteindre, me semble-t-il. Donc ça, c'est valable pour chaque axe. Et puis, l'édition du Spazer, c'est une édition Marco classique en termes de présentation, avec un sommaire, des clauses quand même assez conséquentes. Vous voyez que l'avant-propos, par exemple, c'était un choix dans une liste déroulante de conditions standards. Et derrière, j'ai une clause quand même précise sur le sujet. Pour le contexte, même chose, avec un rappel des objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple. Et puis, vous pouvez bien sûr personnaliser les clauses, les compléter, les retoucher. Vous faites comme vous voulez, vous avez la main. Et après, vous pouvez envoyer ça à votre service de com pour la mise en forme. Parce que la plupart du temps, c'est complètement repris au niveau de la mise en forme. Charte graphique, icônes, etc., etc. Donc, vous avez quand même une base de travail solide pour ensuite publier votre Spazer et puis le mettre en action. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par consultation. Ah oui, alors parce que j'ai une question, c'est les clauses et les critères, s'il vous plaît, point d'exclamation. Donc,
J'y arrive. Les voici, les clauses et les critères. Pour accéder aux clauses et aux critères, et notamment aux écrans spécifiques au développement durable, il va d'abord falloir activer l'extension. Quand elle fait partie de votre licence, ça se passe sur l'écran des conditions particulières de participation. Et c'est là que vous allez pouvoir activer ce petit bouton, qu'on appelle entre nous un toggle switch. Ici, extension développement durable, et vous pouvez ensuite décider si vous allez prévoir des conditions d'exécution à caractère social, à caractère environnemental, activer l'écran de gestion des déchets, et puis pourquoi pas prévoir même un plan de progrès avec la rédaction de la clause de progrès qui est disponible dans rédaction. Première chose, donc l'extension développement durable pour accéder aux écrans, aux clauses dédiées. Deuxième chose, les critères. Je reviendrai sur les écrans après. Les critères, vous les retrouvez dans la liste des critères qui sont proposés de façon classique sur l'écran des critères d'attribution. Critères d'attribution lots si vous avez des lots, sinon critères d'attribution tout court, avec la possibilité d'ajouter donc des critères qu'on a typés développement durable, critères sociaux, environnementaux, et puis critères qu'on a aussi typés développement durable parce qu'on ne sait pas trop comment les classer, social, environnemental. On avait un petit doute, c'est un peu des deux, comme l'a dit Nawal, donc du coup, on a ce critère. Développement durable, petite astuce quand vous faites une recherche, si vous voulez afficher uniquement la liste des 38 critères développement durable qu'on propose, quand on fait une recherche sur la totalité du mot, vous mettez un petit A et vous avez la liste des 38 critères qui apparaît ici à l'écran avec le type à chaque fois, social, environnemental, développement durable. Et ensuite, vous pouvez choisir un ou plusieurs de ces critères pour les pondérer et les utiliser lors de l'analyse des offres. Donc les critères, ça se trouve ici. On en propose 38 vraiment dédiés au développement durable. Vous pouvez bien sûr en rajouter d'autres dans le paramétrage. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi la liste des 38, il y en a quand même pas mal. Vous le rajoutez dans le paramétrage et vous pouvez le typer développement durable, social, environnemental. Donc là encore, souple, mais quand même déjà de l'accompagnement sur ces critères. Et puis, pour les clauses, vous avez dans les écrans du CCAP les écrans ici qui apparaissent avec la petite feuille verte. Dès que vous avez une disposition achat durable sur votre consultation, vous allez voir la feuille verte apparaître ici ou sur la liste des consultations, sur le tableau de bord. Et donc, pour la partie clause sociale, vous allez retrouver deux écrans de saisie. Le premier pour notamment aller chercher le ou les publics éligibles à votre clause sociale. Les objectifs horaires d'insertion, très importants, avec la possibilité de faire une saisie par lot, évidemment, si certains lots seulement sont concernés par ces objectifs horaires, et puis la mise en œuvre de l'action d'insertion, et éventuellement l'aide d'un facilitateur, comme ça vous pouvez transmettre les coordonnées de ce facilitateur aux entreprises. Deuxième écran, c'est pour le suivi de l'action d'insertion, cette fois-ci, avec les modalités de contrôle, les éléments que vous allez demander dans le cadre de l'exécution de cette clause sociale. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, on s'est vraiment appuyé sur les CCAG pour concevoir ces différents écrans. Qu'est-ce que vous prévoyez en cas de difficulté d'exécution? Quel type de contrôle vous allez mettre en place pour suivre l'action d'insertion? Ça peut être des réunions hebdomadaires, mensuelles, ça peut être un contrôle via des échanges en ligne. Enfin bref, il y a pas mal de possibilités. Et puis, qui dit contrôle dit pénalité. Cela va de soi. Donc, on a prévu plusieurs pénalités donc pour la clause d'insertion, pour le non-respect du volume d'insertion et en cas d'absence injustifiée aux réunions de suivi, avec toujours la même façon de découper, enfin de saisir sa pénalité forfaitaire, journalière, en montant, en fraction, etc., etc. Donc voilà pour la partie sociale. Pour la partie clause environnementale, contrairement au CCAG, beaucoup plus light les CCAG. Donc là, on a repris les thèmes métiers, les notions métiers abordées par les CCAG en commentaire pour en faire vraiment des zones de saisie à part entière avec, on n'a pas pu appeler ça conditions du CCAG, mais ce qu'on a appelé nous des conditions standards. Ça veut dire quoi des conditions standards? Ça veut dire que quand vous faites un choix conditions standards dans une liste déroulante, il y a une clause qui va apparaître
dans votre CCAP, on va les voir dans quelques instants. Clauses opérationnelles que vous allez pouvoir imposer évidemment à vos prestataires. Là, par exemple, sur ce dont parlait Nawal tout à l'heure, la partie recyclage, économie circulaire. Si vous faites appel, vous appuyez sur les dispositions de l'article 58 AGEC, vous allez pouvoir fixer des taux de biens issus du réemploi ici sur ces différentes zones avec les modalités de suivi et de contrôle. Par exemple, même chose pour tout ce qui touche aux économies d'énergie. Vous avez fixé une part d'énergie renouvelable, par exemple, par minimale attendue de la part du prestataire. Après, il va falloir évidemment mettre en place un contrôle. Ça, c'est un peu moins évident. Mais en tout cas, vous pouvez déjà fixer cette part d'énergie renouvelable attendue. Et puis, on va, comme ça, pouvoir fixer un certain nombre d'obligations aux prestataires. Une suffit pour respecter les obligations du 21 août 2026. Mais vous pouvez comme ça donc balayer l'écran, avoir toutes les notions métiers. On va même jusqu'à proposer l'utilisation d'écolabels. Charge à vous après de définir le ou les écolabels que vous allez exiger de la part des prestataires. Et puis qui dit obligation, là dit encore pénalité pour manquement à ces obligations. Et donc ces pénalités, on va les retrouver dans le CCAP. Je vais passer rapidement sur la gestion des déchets, sur le plan de progrès, même principe. Un écran dédié avec des clauses associées, et ça va se traduire de cette façon-là. Dans les documents, dans l'acte d'engagement, si vous fixez un volume horaire d'insertion, vous allez avoir un petit rappel à la fin de votre acte d'engagement sur le sujet. Voilà, là un article dédié. Le candidat ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. On a des dispositions dans le règlement de la consultation et puis surtout du détail dans le CCAP. Avec, je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux, parce que là, c'est écrit un peu petit en ce qui me concerne. Voilà, la clause d'insertion sociale qui est ici. Donc on a quelque chose quand même de précis et de concret. Voilà, le volume horaire, la globalisation des heures d'insertion, oui, non, le public concerné, le facilitateur, avec à chaque fois des clauses associées, détaillées, là encore personnalisables, si vous souhaitez les compléter notamment, et puis même chose pour les clauses environnementales. Donc là, j'ai mis la dose en termes de clauses environnementales, pour l'exemple. Évidemment, ça sera peut-être moins conséquent concrètement chez vous si vous appuyez sur une notion métier uniquement, et pas sur toutes. On retrouve les pourcentages, on retrouve les modalités de suivi, et pour ce qui touche aux pénalités, ça arrive un peu plus loin dans la rubrique pénalité, justement. On a des pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale et les pénalités pour manquement aux obligations environnementales, que vous pourrez ensuite appliquer dans les modules d'exécution. Voilà pour la partie produit. Je sais que c'est passé un petit peu vite, mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer tout ce qui était disponible aujourd'hui dans Marco. C'est déjà assez conséquent. Et puis revenir aussi, si j'ai 2 minutes, sur ce qui sera disponible demain. Tu as 15 secondes. J'ai 15 secondes. Je vais faire très très vite. Maintenant, je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. Alors oui, ce qu'on a vu sur la partie développement durable, sur les clauses qui sortent automatiquement, enfin les clauses qui sont prévues dans Marco, c'est via l'extension développement durable. Et si vous ne l'avez pas encore, il va falloir contacter votre interlocuteur chez Agisoft pour pouvoir vous la mettre à disposition. On voit ton support. Super. Alors, en 5 secondes, puisque j'ai déjà dit, vous voulez moins 10 secondes. J'essaie de bloquer le temps, mais ça, c'est pas possible. Donc, très rapidement, les évolutions disponibles à partir du 21 août prochain. 3 évolutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler, qui seront disponibles donc cet été. Le critère environnemental obligatoire, donc là, vous aurez une alerte, un message d'erreur même, un contrôle à message d'erreur si vous n'avez pas choisi un critère de type environnemental. Si vous êtes en pondération, en hiérarchisation, évidemment, si vous avez choisi le coût, ça c'est possible encore. Donc il n'y aura pas de contrôle dans ce cas-là. Pour les conditions d'exécution à caractère environnemental, là encore un contrôle, ça va être un avertissement, cette fois-ci,
En tout cas, on est parti là-dessus pour le moment, parce que ces conditions d'exécution à caractère environnemental, elles peuvent aussi être intégrées dans les spécifications techniques des prestations, donc en amont de ce qui se passe dans les pièces administratives, et ça suffit pour répondre à l'obligation. Peut-être que le message deviendra un message d'erreur si vous le souhaitez, ça c'est très rapide à modifier, donc à voir après avec vos retours utilisateurs. Et puis, en ce qui concerne les conditions d'exécution à caractère social, là encore des contrôles. Si vous êtes au-dessus des seuils, par défaut, vous serez positionné sur le choix avec, mais vous pourrez revenir sur le choix sans, puisque des exceptions, comme l'a dit Nawal, sont possibles. Et dans ce cas-là, vous aurez une zone en dessous sous la liste du Roland, pardon, pour motiver la raison pour laquelle vous n'appliquez pas cette obligation de prévoir des conditions d'exécution à caractère social, motivation que vous retrouverez bien sûr dans votre rapport de présentation dans le module procédure. Et puis pour ce qui est des évolutions 2027, j'en ai déjà parlé, donc les indicateurs SPASER, le plan de progrès et l'analyse du coût du cycle de vie. Alors, je vais t'arrêter là parce que tu as largement dépassé tes 15 secondes. Parce qu'on voulait garder quelques minutes pour parler. Alors, c'est qu'on a vu dans Marco. Donc, si vous avez l'extension de développement durable, allez-y, vous pouvez y aller. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, n'hésitez pas à contacter la hotline pour vous aider à peut-être démarrer dessus ou à Camille, notre CSM. Et si vous ne l'avez pas encore, de contacter votre interlocuteur privilégié, Laurent ou Fabien. Mais voilà, il y a d'autres solutions aussi qui existent et tu voulais, je crois, nous en parler. Oui, alors déjà sur le support, vous aurez des liens vers des infographies. Donc là, on a évoqué plusieurs thématiques, la clause sociale, la clause environnementale. Donc, vous avez déjà ces deux principales infographies. Donc, l'infographie sur les critères, les éléments obligatoires en termes environnementaux, il va vous la diffuser. Donc, vous avez les diverses obligations avec les dates d'entrée en vigueur pour être bien sûr de ne rien rater. Donc, on a évoqué ensemble aujourd'hui les principales, mais vous aurez voilà, comme ça la globalité de toutes les obligations environnementales que vous avez ou vous allez prochainement avoir. Pour l'aspect clause sociale, on a également une infographie que vous avez sur le support, dans laquelle vous avez les recommandations du CCAG. Donc, comme vous le savez, le CCAG, on peut y déroger, mais ça peut être un cadre qui est quand même assez intéressant, avec les rappels des diverses obligations, des préconisations. Voilà, on a par exemple 5 à 10% en volume d'heures d'insertion qui est recommandé. Et on a des recommandations comme ça mises en place par le CCAG pour vous accompagner. Et on a d'autres infographies également à disposition sur le support, notamment sur le SPASER, comment élaborer son SPASER, etc. Infographie que je retrouve évidemment sur le blog de la commune publique qui est présent dans Marco, mais également accessible depuis l'extérieur. Exactement. Et par ailleurs, on peut vous accompagner également. Donc, on a une équipe de juristes à disposition et on peut donc vous accompagner si vous souhaitez, notamment qu'on co-construise votre SPASER pour ceux qui sont soumis à l'obligation ou qui voudraient le mettre en place librement. Donc, on a déjà eu l'occasion de le faire pour d'autres acheteurs. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous aide à cibler des clauses sociales, des clauses environnementales, des considérations, enfin des critères, etc., on peut vous accompagner sur la gestion des déchets en travaux. Voilà, on a tout un accompagnement qui est tout à fait possible pour vos premiers marchés, pour vous rassurer sur des gros marchés, etc., pour être bien sûr d'être conforme à la réglementation et surtout que ça corresponde, que ce soit cohérent par rapport à votre besoin et à votre situation spécifique. Donc, vous retrouvez sur le support les divers accompagnements possibles. Et donc, on est à votre disposition pour vous conseiller, pour rédiger avec vous ou rédiger pour vous. Pour vous aider à passer le cap des premières consultations qui sont des fois les plus compliquées à mettre en œuvre. Voilà, vous pourrez démarrer sereinement et avoir peut-être une trame pour les suivantes pour avoir le cadre qui est bien spécifique à votre organisation. Super. Le support est disponible dans les documents à télécharger dans votre petit outil GoToWebinar. Donc n'oubliez pas, prochain café Marco avec Fred où on va présenter la nouvelle version de Marco, la 2026-2, ça sera le 23 avril, et vous dire que vous pouvez nous retrouver, alors ça c'est pas forcément nous exactement, mais en région,
sur différents événements. Donc, on sera le 2 avril à Strasbourg. Je ne sais pas si c'est toi qui y es. Ouais, je serai à Strasbourg jeudi prochain. Ouais. Voilà. Le 29 mai, SNDGCT, Centre Val-de-Loire. Le 2 juin, à Caen, le 9 juin à Sarre pour te souligner à La Réunion. Donc, si vous êtes à La Réunion, ben, n'hésitez pas à venir nous rencontrer là-bas. Et notre grande messe annuelle le 16 juin à Montpellier. C'est pas le Stade de France ou l'Accor Arena. Moi, La Réunion, ça me va. La Réunion, voilà, juste La Réunion, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, merci déjà beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été encore présents, nombreux et jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver tous les webinaires en replay hein, sur Marco, sur Espace Client, pas mal également sur YouTube. Merci d'avoir été aussi nombreux et merci à notre réalisatrice aujourd'hui, Estelle Morello. On vous souhaite une très bonne journée et nous, on se fait un petit café. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.